Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de ce dimanche avec notre consultant politique. Poursuivre donc ses analyses à lui de l'actualité de la semaine. Agapit Napoléon Maforican, vous êtes notre consultant politique. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Démarrons cet exercice un peu comme tous les dimanches par les plateaux de la matinée. Dans l'entretien ce matin, Agapit Napoléon Mafoikan, nous avons essayé avec Dr Alessandre Gbako de comprendre un peu à quelle logique répondaient toutes les agitations qu'on observe généralement à chaque fin de mandat, un peu comme le sujet qui défraie actuellement la chronique. L'interpellation de l'homme d'affaires Olivier Bokoy et de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. Pour le sociologue politique ce matin, tout ceci répond à l'envie et à l'ambition de détenir le pouvoir et vient une fois de plus montrer qu'en politique, eh bien, il n'y a pas d'éthique. Déjà sur cette affirmation de notre invité, est-ce que vous partagez cela? En politique, aucune place pour l'éthique. Bien, merci. Je ne sais pas, lui, si son Alexandre s'écrit avec E, et même il semble que ça s'écrit parfois avec A. Bon, enfin, ça c'était juste la boutade, mais comme je tiens un peu au nom et au titre aussi, parfois, c'est important de faire la part des choses, parce que bon, maintenant, je ne sais pas s'il s'appelle Alexandre avec E, EN. Ah, salut à lui, et salut aux téléspectateurs également. Oui, je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir parce qu'il a bien répondu. Je pense il a géré, comme on peut le dire, en tant que politiste. Je pense qu'il a balayé un peu le sujet. Et surtout qu'on a évité une fixation sur le cas d'aujourd'hui, le cas actuel, le cas récent, même si l'envie ne manquait pas. Non, il y a une éthique en politique, comme il y a une éthique dans toute une vie. Là, on n'est pas totalement d'accord. J'ai dit totalement, ça veut dire qu'on est d'accord Une en partie. partie. Il y a une équipe, il y a une éthique. L'éthique est personnelle. Et l'éthique est personnelle. Il y a une éthique en vie. Moi, j'ai d'éthique. Moi, je vis avec une éthique. J'ai grandi dans une morale, dans une éducation qui m'oblige à avoir d'éthique. Oui, il y a une Mais éthique. quand on Dans l'envoie, toute une justement. vie, moi, je ne. Personnellement, donc, je suis désolé d'être un peu trop décentré ça. Parce que l'éthique est personnelle. Vous savez, quand on voulait adopter le code de déontologie de la presse béninoise en 99, la question s'est posée. Beaucoup disent code de déontologie et d'éthique. Non, c'est code de la déontologie, code de déontologie de la presse béninoise. Ça peut pas être un code d'éthique. C'est code de déontologie. La déontologie, ça c'est les règles essentielles qui régissent, les règles sacro-saintes qui régissent. Mais l'éthique est personnelle. C'est de la morale. Oui. Ça dépend de votre éducation. Ça dépend de l'éducation d'abord qu'on vous a donnée à la maison. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous avez évolué. Ça dépend peut-être de la vie que vous vous donnez. Ça dépend de votre conception, de votre vivre ensemble dans la communauté. Moi, j'ai une éthique, oui, je le dis. Et quelle que soit ma vie, et plus de 50 années d'existence, et une trentaine carrément de vie active, et associative et autres, militantes, je pense que oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber dans des fautes malgré l'éthique. Vous pouvez avoir des moments de vide. Vous pouvez vaciller. Vous pouvez, comme Simon Pierre fait partie des disciples de Jésus. On lui a remis la clé. Il est un peu le pape, le Saint-Père, c'est un peu comme c'est la clé de Saint-Pierre, il est Saint-Pierre. Mais ce monsieur a renié Jésus 3 fois, alors que Jésus l'avait prévenu. Il a dit jamais, il a renié et il s'est englobé. Donc, on peut avoir ces moments-là. Mais il s'est mis en sanglots, ça veut dire qu'il a reconnu ses fautes. C'est ça un peu la Sainte Bible, que vous soyez chrétien catholique ou bien que vous soyez un homme, un humaniste, un citoyen. Cet livre, soit il est Sainte Bible pour vous, soit c'est un document sacré, un livre de référence, hein, qui permet quand même de gérer également son éthique. La Sainte Bible, c'est la morale, c'est la vie sur terre et c'est la préparation de la mort. Donc, vous comprenez qu'une éthique de vie, oui, ça existe. Pour moi, il y a une éthique, mais pas qu'en politique. Il y a une éthique tout court. On ne peut pas vous imposer l'éthique.
vous êtes maître de l'éthique. Mais quand on regarde un peu justement ces turbulences à chaque fin de mandat, un peu comme on en a parlé ce matin, est-ce que vous voyez un début d'éthique dans les actes des Il n'y a pas gestes? d'éthique à avoir lorsque vous ne... C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un début d'éthique et une fin d'éthique. Il n'y a que vous avez l'éthique ou vous ne l'avez pas. Une fin de mandat n'est pas la fin du monde. Et même la fin du monde, tout le monde... C'est le jeu des acteurs, justement, dans cette période-là qui Le jeu de l'acteur, il a dit, c'est la conquête du pouvoir. L'ambition est humaine. L'ambition démesurée est regrettable. Et pourtant, il y en a qui l'ont et qui arrivent à s'en sortir. Le vol est interdit, mais il y en a qui vivent de vol. Il est interdit de brûler le feu, ça c'est les règles. Mais il y en a qui brûlent et qui ne sont pas pris. Et il y en a qui brûlent et on les prend. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique où chacun fait son analyse de conscience. Et c'est là que je dis que l'éthique doit être personnelle. Maintenant, ce qu'on peut vous opposer, c'est les règles. C'est les règles. Et les règles disent quoi? Les règles disent que nul ne peut... D'abord, que la vie humaine est sacrée. Ça, l'éthique, la morale aussi nous amène là. Mais les règles les consacrent. Donc, dès que les règles les consacrent, ça s'impose à vous. Ça s'impose à vous. La règle dit que nul ne peut détenir le pouvoir, nul ne peut utiliser la force pour accéder au pouvoir. Le peuple souverain exerce sa souveraineté, soit par référendum, soit à travers ses représentants élus. Donc, l'élection est la voie par laquelle on accède au pouvoir. Quand on l'a dit, toute personne, toute institution qui fait l'apologie, ou qui prône, ou qui actionne, ou qui cautionne l'accession au pouvoir par toute autre voie que la voie des élections, doit être dénoncée, condamnée selon les lois de la République. Ça, c'est le principe. Là, nous ne sommes plus dans la morale, on est dans les règles. Et la République a prévu ce qui doit pouvoir se faire dans les cadres du genre. En la matière, il n'y a pas d'éthique à évoquer. Donc, l'éthique est personnelle. Il y a une éthique, vous voulez aller plus loin, il y a une éthique de l'amitié en politique. Parce que le cas dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons d'un cas où le chef de l'État a quand même autour de lui quelques amis, dont M. Olivier Bokor, pour ne pas y aller très directement, dont il a quand même parlé avec, dont il a souvent parlé avec emphase, qui a toujours participé à tout ce qui s'est passé autour de lui, avec lui, jusqu'à l'accession au pouvoir, en tout cas depuis une bonne décennie, jusqu'à l'accession au pouvoir, et depuis lors. Alors oui, on peut évoquer l'éthique de l'amitié lorsque on est devant un cas du genre. Mais comme je le dis toujours, elle est toujours individuelle. On ne peut pas imposer à M. Olivier Bokor une éthique de l'amitié. On ne peut pas imposer au Béki une éthique de la reconnaissance. On ne peut pas imposer au chef de l'État une éthique de l'amitié. Le chef de l'État dit, je ne fais pas je ne fais pas la promotion de mes amis. Quand il a dit ça, nous avons dit oui, si. Il peut le faire, mais ce n'est pas pour lui l'exclusivité. Donc du coup, il exclut que le principe soit parce que tu es mon ami, je fais ton ami. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être le cas. Mais cessons de le dire parce que c'est lui, mon ami, il doit passer. C'est ce que le chef d'État a dit, en fait, décryptage. Absolument. Nous l'avons eu à le général à l'époque. Donc voilà, assis, un certain nombre de faits. Je ne rentre pas encore dans l'analyse de ce... Mais je prends ces exemples pour vous montrer la place de l'éthique et la place des règles en la matière. Dans le cas d'espèce, il est proscrit toute tentative d'accéder au pouvoir politique par la violence, par autre voie que la voie électorale, et ne pas le faire. Toute personne qui entre dedans est en faute et doit pouvoir subir la rigueur de la loi. Alors, Agapit Napoléon Mafoikan, ce matin, en expliquant ou en essayant de donner des appréciations à la situation actuelle, notre invité a parlé directement de manque de loyauté. Là, vous le rejoignez quand vous évoquez des dictes dans une certaine mesure en amitié. Oui, là également, la loyauté, c'est l'éthique, c'est l'éthique. La loyauté, c'est l'éthique. La loyauté n'est pas dans les règles opposables. Vous voyez, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il ne sont que des règles d'éthique. C'est un code d'éthique, les 10 commandements. Comme Moïse a
a reçu et qu'il a rendu public. Mais en réalité, quand vous prenez les 10 commandements, par exemple, quand on dit tu ne feras pas d'impurité, dans les 10 commandements, bon, à l'autre va parler de la fornication, relation hors mariage. D'accord. La société n'interdit pas ça. Par contre, tu ne tueras point. Ça, la société, tu ne voleras point. Donc, quand vous prenez les commandements, il y a ce qui relève de l'éthique. Il y a ce qui relève. À partir du moment où la société les a intégrés dans un code de vie qu'on appelle règles, chartes, et codes, lois, règlements, ça vous est opposable. Opposable. Et vous devez les respecter. Dans le cas d'espèce, la loyauté n'est pas opposable. Elle relève de la morale, elle relève de l'éthique personnelle de vie. Et moi, je ne l'oppose pas dans l'absolu à quelqu'un. Je dis. La loyauté? Non, je ne l'impose à personne. Moi, je n'ai pas de l'obligation à faire quelqu'un. Moi, je dis, moi, j'ai grandi dans l'éthique. J'ai grandi dans une certaine rigueur de la morale. Donc, moi, je suis un homme loyal. Ça, c'est clair. Il n'a rien à dire. Aucun intérêt en jeu ne peut m'emmener à déloyauté, à aller à la déloyauté. Parce que j'estime que celui qui m'a fait confiance, pour moi, il devient mon Dieu. Dieu parle par les hommes. Dieu agit par les hommes. Personne de nous n'a vu Dieu. N'a vu Jésus, n'a vu Mahomet, n'a vu Abraham, n'a vu Joseph. On n'a vu personne. Dieu parle par les hommes. Et pour moi, toute personne qui, dans mon cheminement, m'a fait confiance, je lui est redevable à vie. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, on va évaluer. Comme il est mortel comme moi, s'il tombe sous le coup de la loi, il est évident que je ne suis pas le juge qui dit la loi. Donc, la rigueur de la loi, ça fait son karma à lui. Il porte sa croix à lui. Comme j'ai fait du bien des gens qui m'ont tourné dos, j'ai eu des difficultés. Il y en a que j'ai jamais vus, qui m'ont fui et qui ont même fait. Et pourtant, il y a d'autres à qui j'ai rien fait et qui m'ont tendu la main. C'est comme ça toute la vie, donner toute la vie durant. Donc, pour moi, je n'ai pas opposé la loyauté à quelqu'un. J'estime que ça relève de la vie, de l'éducation que chacun de nous a reçue. Vous savez, en 2012, il y a le débat sur l'empoisonnement, où un bon matin, on m'a dit que des gens ont mis en place un dispositif pour empoisonner le chef de l'État. J'étais au palais, je n'avais pas de fonction officielle, mais j'assistais le chef de communication, mon doyen, Vincent Dassy. Mais ce qu'on a vécu là, moi j'étais mal. Moi je ne connaissais pas le président Talon, je ne le connaissais pas, je n'ai jamais vu. Son nom est sorti, blablabla, on l'a pris, machin, tout ça là. J'ai observé ça. Je sais tout ce qui s'est passé au palais en ce temps-là. Je sais l'environnement qui était délétère au palais. Mais moi j'étais révolté qu'il y ait une telle situation, que des amis en arrivent là. J'ai eu à prendre des positions, notamment sur Radio Tokpa, où j'allais régulièrement. Mais après, lorsque le chef de l'État, après il y a eu un non-lieu, ça c'est d'abord ça. Alors un non-lieu veut dire que les faits allégués, d'abord on a eu la démonstration du commissaire central de Cotonou à l'époque, mais vous ne pouvez que croire à ça, a priori. Donc, moi, l'humaniste que je suis, je le dis, non, on ne peut pas tenter la vie d'un homme, on ne peut pas. Donc, du coup, on était emballés. Donc, vous ne pouvez pas, dans ces conditions. Donc, sur Radio Tokpa, comme je l'ai dit, j'ai pris des positions. J'ai eu, parce que, naturellement, condamné, ça c'est le principe. Mais, tout comme beaucoup de personnes à l'époque, il y a eu beaucoup de marches. Enfin, alors, à Cotonou, alors qu'on a confié le sujet à des gens valeureux, proches du. Enfin, quand c'est le parquet, c'est ce que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, même a désigné. M. Jean-Michel Agossou était, Mme Mandougou, M. Agossou, bon, ils sont là aujourd'hui, ils sont dans l'opposition, mais ils peuvent parler de ce dossier. Par ailleurs, ils ont confié ça à des juges, à des magistrats, mais relevant de la chancellerie, procureur général, procureur et substitut du procureur. On a confié ce dossier. On est allé, on a dit un non-lieu. Quand le juge, quand un dossier aboutit à un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de fait suffisamment tangible. Absolument, oui. Personne n'a plus communiqué là-dessus. Après, on ne l'a pas d'un pardon. Et après, on s'est rendu compte qu'on a été floué. Parce que le président Talon, pour une fois qu'il est intervenu sur le dossier, il a mis au défi l'autre. Il a demandé à avoir un duel qui n'a jamais eu lieu. Un débat.
Ça veut dire quoi? Quand vous voulez tracer cette situation, c'est que ça a créé de la zizanie. Parce qu'à l'époque, nous on pensait que c'était... C'est vrai, le président Talon ne s'affichait pas en tant que... Mais Talon a accompagné Boni Yayi en beaucoup de choses. J'étais pas loin en 2006. Sans Talon, Boni Yayi n'aurait jamais été au pouvoir en 2006. Jamais en 2006. Je dis jamais. Donc, il a beaucoup fait. En même temps, sa relation en 2011, le président Talon est intervenu d'une manière ou d'une autre, légalement. Mais alors, qu'on en arrive à ce qu'on a appris là, mais après on s'est rendu compte qu'on a été floué totalement sur la question. Mais vous voyez toute la zizanie que ça a créé, l'environnement que ça a créé, ça, les conséquences, certains comme nous les ont portées. Parce que d'autres ont pu faire. Mais au palais, l'environnement de l'époque, vous ne pouvez pas savoir. C'est la suspicion généralisée. C'est-à-dire que moi, j'ai observé ça. Comme je dis, moi, je n'avais pas de fonction officielle. Donc, j'observais. Jusqu'au moment où le chef de l'État, Patrice Boni Yayi, même au niveau de son environnement immédiat, a remplacé les gens. Bref. Alors, demain, on dit à telle personne, oh, c'est des personnalités dont certains sont proches. Parce qu'on les voyait ensemble, plus ou moins. Et du jour au lendemain, ça crée. C'est un peu, nous sommes dans le même environnement aujourd'hui. Justement, Agapit Napoléon Mafoikan, pourquoi ça surprend? Si on a eu des précédents que vous venez de rappeler et que notre invité a aussi rappelé dans l'entretien en France, etc., pourquoi cette situation aujourd'hui surprend beaucoup de personnes? Non, ça ne surprend peut-être pas, mais ça tétanise. C'est au-delà même de la surprise. On ne peut pas planifier une telle situation. On ne peut pas l'attendre. Après, on doit être lucide dans le cœur de l'homme. Si Judas, parmi les 12 apôtres, a trahi Jésus, alors que ces 12 personnalités importantes, 12 hommes de qualité que Jésus a dû choisir et que l'un l'a trahi, qu'un homme peut trahir. Ça ne me surprend pas moi. J'ai été trahi dans ma vie aussi. Donc vous alliez cela à la trahison, dans une certaine trahison. Mais si le fait allégué, vous avez demandé pourquoi ça surprend. Oui, pourquoi? Et donc je suis dans la généralité. Absolument, oui. Je ne suis pas encore dans le fait actuel. Je suis dans la généralité que trahir est dans la vie de l'homme. Trahir, j'ai parlé de Simon Pierre. Mais lui, c'est un reniement. Il n'a pas trahi, lui, il a renié. Et après, il a fait son acte de contrition. Voilà les deux cas dans la Sainte Bible que je connais. Il peut y en avoir d'autres. Ça peut se prendre lorsqu'on prend le cas d'espèce. Oui, ça peut se prendre. Moi, j'ai été surpris, je dois vous le dire. À vous aussi? Absolument, parce que je connais M. Bokor. J'ai eu la chance dans mes erreurs. Comme je dis, des gens qui m'ont tendu la main en cas de difficulté. M. Bokor en fait partie. Je connais, on n'est pas amis, je ne suis pas proche, mais il m'a tendu la main, oui, je l'ai rencontré. Il m'a parlé de la rupture, et de Bénin Révélé, et de Patrice Talon. Et l'effet étant là, il est évident. Donc, nous faisons de la pédagogie, comme je dis toujours, la pédagogie des actions. Parce qu'il faut expliquer les actions. Il faut les expliquer. Les gens vous appellent des clés, mais non, on ne me paye pas pour le faire. Le rôle d'un journaliste, c'est de faire d'abord ça. Et ici, en tant que consultant, j'essaye, dans le cadre de l'action, d'expliquer. Parce que nous sommes dans un nouveau paradigme qu'il faut expliquer. Il y a des gens qui ont des postures carrées. Moi, je suis une posture pédagogique. Je n'ai jamais rencontré le président Talon. Et ça ne me manque pas, réellement. J'estime que c'est l'action vendu de Talon que M. Bokor m'a vendu. Et vous avez été conquis. Et j'étais convaincu parce que le fait étant là, nous on a fait Yayi. Yayi, ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Moi personnellement, je suis resté sur ma fin. Mais je suis de ceux qui ont boit la calice jusqu'à la lit. Vers la fin, beaucoup ont détalé. Nous on est resté. Moi je me félicite d'être resté. J'avais subi quelques conséquences, oui. Mais je suis resté. Je ne me tague pas de quoi que ce soit. Mais à la fin du système, les gens vous disent, on disparaît, vous abandonnez à votre sort. Donc, et pourtant, d'autres ont déjà fait leur reniement. Moi, en 2011, j'ai organisé la campagne des FCBE à la télé.
M. Sakalafia est là. Il faisait partie de collège des consultants politiques autour de Boliaï. Lui, il est passé ministre de l'Intérieur. Après, il est président de la Sénat. Pas que lui, il y a beaucoup qui ont pu faire le plan. Nous, on est resté au bout, jusqu'au bout. Pas de loyauté au système. Donc, comme je le dis, je ne suis pas venu pour parler de moi. Mais je vous montre comment, oui, j'étais surpris parce que M. Bokor n'a vendu que ça. Seulement, et c'est là le décalage. Vous savez, quand vous lisez l'actualité politique, aujourd'hui vous avez évoqué le code électoral. Oui, vous l'avez évoqué opportunément. Oui, pour comprendre mais peut-être mal positionné. Les textes, c'est le Parlement qui décide. Donc il n'y a aucun mal, on peut changer. En France, la loi sur l'immigration, les gens reviennent là-dessus autant qu'ils veulent. Parce que c'est un problème pour eux. Aux États-Unis, le Obamacare, quand Trump est venu, c'était pour s'attaquer. Le problème de loi, c'est la loi est votée par le Parlement et elle doit être actualisée. Donc du coup, on peut revenir sur un texte autant qu'on veut, tant que les conditions. Et ceux qui l'ont fait, c'est les partis politiques et représentatifs de notre échiquier politique. Donc il n'y a aucun mal à le faire. La loi a été votée et a suivi tout le mécanisme normal pour être votée. Après, ça fait le contrôle de constitutionnalité. Moi, j'ai été critique sur la loi. Mais une fois que le contrôle de constitutionnalité est passé, j'estime que notre constitution, dès que c'est une loi d'État, on l'applique. Donc les gesticulations de tous ceux qui ont continué, clergé, opinion de ci, opinion de ça, j'estime que c'est une violation de la volonté populaire. Et c'est peut-être là que, pour moi, j'ai commencé par prendre une distance vis-à-vis des mouvements qui suscitaient la candidature. Sinon, jusque-là, moi j'adhérais. J'ai adhéré à beaucoup de forats, de ceux qui suscitaient la candidature d'Olivier Bokor. Pas d'abord respect à l'homme. Et parce que je sais qu'il avait la carrure, la posture, il a tout. Peut-être pour suivre Patrice Talon. Maintenant, le chef d'État a dit, dès janvier, décembre, il dit, ah, moi, je ne suis pas du tout. Du coup, il dit, mais attends, les deux doivent pouvoir se parler entre eux. Donc, il ne m'appartient pas à un individu d'intervenir dans une affaire où eux se connaissent depuis des années. Toi, tu es Quidam, machin, tout ça là-dedans. Et puis, moi, je ne suis pas dans le cercle fermé. D'accord. Alors, avec le temps, la loi est votée en février ou en début mars, je me rappelle. Mais dès que c'est voté, promulgué, ça veut dire que si une candidature est inutile. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi les groupes ont continué à susciter la candidature. Et justement, la question ce matin. Lui-même n'a pas stoppé. Et surtout, pourquoi lui-même n'a pas stoppé? Vous disiez? Je sais justement cette question ce matin, est-ce que ce n'est pas cet environnement-là qui a... Oui, cette ambiance-là qui... C'est pour ça que je reviens là-dessus. Il aurait pu, et tous ses amis autour de lui, parce que, ouais, l'homme emballé, j'ai eu des ambitions, hein, et je sais tout ce qui se passe envers vous. Moi, pour devenir président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin en 2000, je sais tout ce qui s'est passé. Des amis vous renient, d'autres vous rallient. Les gens, il y en a qui vous poussent à aller. C'était un environnement, en 2000, j'avais que 31 ans. Donc, mais j'avoue que autour de la pression que j'ai eue, pour devenir président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, une association corporatiste. Si vous pouvez savoir, si vous avez l'environnement, tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous dire, je commence à vous narrer, ça me fait oui, on va perdre du temps là-dessus. Lorsque cet environnement se crée, on n'est plus soi-même. On se retrouve galvanisé. Autour de vous, épouses, amis, proches, confidents, il faut que, enfants, si vous avez grands, il faut qu'ils se mobilisent pour vous accompagner. À ce que vous compreniez un peu l'envie. Moi, on m'a parlé, mais après coup, moi, j'étais prêt à abandonner à mon aîné, feu Célestin Akpova, qui venait de quand même de finir 2 mandats. Ben, lui-même ne m'a pas dit qu'il était candidat à l'époque. Et donc, mais après, quand on s'est parlé entre nous, des amis m'ont parlé, on est reparti sur une nouvelle base, on a réorganisé les élections chez Gaïa. Alors, quand je reviens, donc, la question de l'ambition, j'ai vu des amis avec qui j'étais, mais lorsque l'ambition arrive, vous les méconnaissez. Donc, l'homme devant, c'est un aîné, comme Daniel Zissoua Laras, ancien ministre, a dit, un jour, je pense que j'étais avec Edouard Loko, ou avec Châteaucourt devant lui, on parlait, il dit non les amis, attention, vous ne connaîtrez jamais un homme que face à ses ambitions ou ses intérêts. Jamais ne jugez de personne quand vous serez face à ses intérêts,
seulement que vous pouvez dire. Donc, n'ayez aucun préjugé sur quelqu'un de l'autre. Il est bon, il est mauvais, approchez-le et éprouvez-le ou bien analysez-le face à ses intérêts. Donc, je dis tout ça pour dire que la situation dans laquelle Olivier Bokoy a pu se retrouver, sans doute, ou peut-être Omeki, c'est qu'autour d'eux, des amis ont manqué peut-être de sincérité. Après du moment où, moi j'ai fait ça en 2 temps. Les situations de candidature étaient normales jusqu'au moment où le chef d'État a fait sa sortie en décembre, en janvier. Et par respect normal, parce que c'est ça qu'on a toujours fait. Et même pour Patrice Talon, on l'a fait au second tour. Ça juste à un moment donné. Mais après de décembre, le chef d'État fait une première sortie. Vous dites, ah, moi, c'est pas ça que je vais m'impliquer. Mais ils sont amis. L'aurait-il mal compris? Non, ils sont amis, ils sont ils voyaient ensemble. Ça aurait pu. Les gens auraient pu. Les gens, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Les gens auraient pu gérer ça. Ça n'a pas été géré. Sans doute. Parce que des mouvements continuent à le faire. Ça, c'est d'abord ça. Ensuite, un code électoral a été voté à l'unanimité. Enfin, à une grande majorité. Mais c'est ça la volonté populaire. Le code électoral voté n'est même pas encore expérimenté. Et on parle de chrysogène, de trucs, élections dangereuses et tout le monde. Non, mais jusqu'au PSG. Et le mouvement continue de dire, ah, Olivier Bokoy doit être. Je dis, attends, mais vous comptez sur quoi? Moi, je suis prêt. Parce que M. Bokoy, si j'avais un pouvoir, je pense qu'il fait partie de ceux qui sont plus prêts, en tout cas, qui fait partie de la situation actuelle, de ceux qui sont aptes à prendre la fonction. Il ne peut pas être seul. Il ne peut pas être seul. Mais il est peut-être la personne la mieux placée. Mais si le chef de l'État, dont il est ami et qu'il a proclamé leur amitié, Sonne la de la récréation. Dit attention, c'est moi qui décide. Mais, et après, non, je vais m'impliquer. Et ensuite, le code électoral dit que c'est les partis politiques qui le feront. Il devrait avoir une discipline. Il devrait avoir une discipline. Moi, si j'étais du parti, lequel? Si je ne sais pas si M. Bokoy est dans un parti, mais si j'étais dans son parti, je serais de ceux qui voteraient pour lui. S'il fallait faire une prise des primaires. Mais après, ça doit se faire à l'interne des partis. C'est ça que le code a dit. Donc les situations devenaient inutiles. Alors, en les poursuivant, et certains qui font des sorties pour dire que c'est lui qui doit être le président, ça veut dire qu'il y a une sorte de front qu'on a organisé qui, in fine, conduit à cette situation. Donc, j'avoue que cette partie de l'ambition autour de grand frère Bokoy n'a pas été suffisamment gérée. Des gens ont manqué à leur devoir. Et ça a amené la situation. Ceci ne peut pas expliquer cela. Je vous ai dit que la vie humaine est sacrée et nul n'a le droit d'attenter à la vie de l'autre. Et vous le faites, quel que soit le mot de reconnaissance que je peux avoir, moi je ne peux pas m'allier à cela. La vie humaine est sacrée. Nul ne peut en vouloir. La dignité humaine, la vie humaine, l'honorabilité de quelqu'un, ces choses sont tellement sacrées à mon humble avis que aucun de nous, vous, moi, l'opposant, l'ami, personne n'accepte que sa dignité, son honorabilité. Lorsqu'il y a des mots que quand je vais vous dire là, tout de suite, malgré tout le respect que vous avez pour le consultant, le directeur, le grand frère, l'aîné, tout ce que vous voulez, vous allez péter un câble parce que j'ai atteint un seuil pour vous. C'est là, même votre enfant. Donc, et ces choses-là, nous devons apprendre à vivre avec. Et c'est là que moi, j'ai été vraiment tétanisé, déçu. Je pensais que progressivement, ça allait s'éteindre et que les gens se parlaient, les aînés se parlaient. Le grand frère Bokoy se parlerait avec le président Talon et qu'il se comprendrait. J'étais tétanisé, je continue de l'être peut-être. Je pense que là, ça c'est un coup personnel, au-delà du consultant, mais c'est un homme. Je pense qu'il y a un coup personnel dans lequel je continue. Parce que, deux choses, prendre le pouvoir par les armes, attendre la vie de l'autre. On attend les enquêtes. Quelqu'un dit, je veux qu'après les enquêtes, il y ait un non-lieu. Je veux qu'après les enquêtes, tout ça soit faux. Je pense que je suis de ceux parce que certains sont encore dans le déni, parlent de montage. Non, moi, je suis de ceux qui espèrent ça. Pour qu'on dise, bon, ça c'est venu, mais ça a été une situation, il n'est pas dedans. J'aurais bien aimé ça. J'aurais bien voulu que ce fût ainsi, que ce soit ainsi à la fin de l'enquête. Mais là, on est aujourd'hui. 5 jours après. Non, 5 jours après, je continue d'être ébranlé.
Bon, au moins pour vous, c'est pas un montage, parce que d'autres disent encore que ça. Moi, je peux pas. C'est encore. Vous voyez, moi, je suis un légaliste. Je suis carré dans le respect des institutions. Et je vous ai dit, le pouvoir divin, l'homme qui a accédé au pouvoir, c'est parce que il a Dieu lui en a donné La grâce. la grâce, exactement. Et Dieu agit par les hommes. Donc pour moi, le président de la République est le représentant de Dieu au Bénin. Moi, tout ce que les gens racontent, c'est ma conviction personnelle. Le chef de l'État, c'est que Dieu lui a donné cette fonction. Donc j'ai du respect. Ça ne veut pas dire que je suis tout ce qu'il va dire. Nous avons soutenu, moi j'ai soutenu autour de Charles Tokor, Libéron Patrick et Boni Yahi. Charles Tokor est parti entre-temps. Moi, je suis resté, parce que j'estime que la fidélité pour moi est quelque chose de formel. Je suis resté, mais si je devais partir, il devait avoir un fait. Moi, je n'ai jamais été nommé, je le dis toujours. Beaucoup sont venus après, ils ont été nommés par lui. Donc, c'est pour moi des principes. Donc, dans le cas d'espèce, Patrick Talon est arrivé, il a commencé par faire des choses. On m'a ouvert les yeux sur 2-3 petites choses. Ah oui, mais c'est ce que nous attendions sur Boni Yahi, on n'a pas eu. Donc, du coup, on a. Alors, aujourd'hui, pourquoi vous voulez que moi je doute des actions du pouvoir public? Il y a 12 ans, on n'a pas douté. Il y a eu non-lieu dont je n'ai pas douté. Ici, il y a eu refus d'extradition à Paris dont je n'ai pas douté. Il y a eu le pardon de Boni Yahi dont je n'ai pas douté. Moi, je ne doute pas. Donc, pourquoi vous voulez que je doute Non, je ne veux pas que vous doutiez, mais donc, je te demande si vous comprenez ceux qui parlent de montage dans ces cas d'espèce. Je dis, moi, j'attends. Il n'y a pas encore une condamnation. Non, on est il y a eu des faits allégués. Mais ces faits ne sont pas encore confirmés. La preuve, il y a eu un débat sur 105 millions ou bien combien, et par rapport au compte ouvert pour NCA. Bon, c'est un sujet qui est ouvert. Et une fois encore, comme le porte-parole du gouvernement, c'est la justice qui va gérer ça. C'est ce qu'il a dit. Et je suis totalement d'accord avec lui. Le président, il a dit, laissons la justice faire son travail. Quand les gens posaient la question sur cette affaire, moi, je dis, nous sommes dans un pays, monsieur Olivier Bokar, le grand frère pour moi, est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit définitivement faite. Par nos institutions, par nos instances judiciaires. Monsieur Oswald Obeki est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit définitivement faite par nos juridictions appropriées. Monsieur le colonel Dieudonné Djimon Tevoedre, ou c'est Djimon Dieudonné Tevoedre, est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit définie. Tout comme tous ceux dont on a cité les noms. Donc, il est évident que, dès lors, moi, je ne vais pas douter, mais je veux espérer qu'à la fin, qu'il n'y ait rien. Et qu'on dise, bon, voilà, qu'il y ait que ce soit d'autres personnes qui soient dans cette affaire. Je vais espérer. Je vais espérer. C'est là où j'en suis. Alors, il me reste alors deux choses à faire. C'est d'abord la compassion envers le chef de l'État, le soutien, pour lui qui porte sur tous les poids de ce pays. Celui qui n'est pas content, l'invective, l'injurie. Celui qui est content, oublie de le remercier. Il est le problème de ceux qui ont des problèmes. Il est rare d'être le sauveur de ceux qui ont des solutions. Boni Yahi, un peu révolté, a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Aussi, l'eau, ouais. L'électricité, ouais. Donc, mais quand il a dit, les gens n'ont pas compris. Mais c'est pour dire que je suis dans c'est ça, le chef de l'État, c'est ça en réalité. Donc, une compassion à lui, sa famille, et à tous ceux qui servent la République, et qui, grâce à qui, on doit faire la lumière sur la situation. Pour moi, il n'y a pas de... C'est ma compassion envers le chef de l'État. Et je ne le dis pas pour gagner quoi que ce soit. Si j'ai fait 12 années avec Boni Yahi, sans rien demander à personne, c'est pas plus vieillissant que je vais demander quoi que ce soit. Je suis un citoyen disponible, mais je ne vais pas quémandeur et surtout pas clébé comme d'autres le disent. Mais s'il faut faire clébé au nom de la République, moi, comme je le dis toujours, je le revendique et fièrement. Donc ça, c'est le chef de l'État, la première chose.
comme je l'ai dit, donc envers sa famille et tout le monde. La vie humaine est sacrée. Et j'imagine ce que nous sommes en train de vivre si tout ce qu'on a entendu là c'était avéré il y a 2 jours. Je apporte mon soutien indéfectible au président Talon et je lui demande très humblement de prendre la hauteur humaine. Je ne le vois pas se mêler dans le procès, non. Mais du point de vue humain, je lui demande humblement de prendre la hauteur. Mais j'ai une pensée aussi pour le grand frère Bokor, comme je l'ai dit. De là où il est, j'espère qu'il a le temps de réfléchir un peu à tout ça. Et je ne sais pas quelle est son implication dans ce dossier. Mais j'estime que humainement nous sommes faibles. Mais il y a des moments où ça nous permet de faire de la rédemption. Je ne parle pas de la rédemption humaine. S'il est plongé, s'il est dedans, c'est le moment aussi de faire de la rédemption, pour moi. Au lieu qu'on aille dans des trucs de... Moi, je pense que quand vous êtes en faute, si vous êtes dedans, autant confesser la faute. Et comme c'est un chrétien, autant confesser la faute. Et peut-être demander le pardon du divin. Ça peut venir comme ça peut ne pas arriver. Mais il faut qu'on... L'acte de contrition que nous célébrons, que nous disons, fait partie de ça. Donc, et dans le Notre Père, on dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Mais pour que je pardonne, il faut que l'autre reconnaisse qu'il est en faute. Donc, pour moi, voilà les 2 éléments que je voulais dire, en souhaitant que les juridictions fassent leur travail. Et que ceux qui parlent de montage se taisent. Ils ne sont pas dans les procédures. Vous voyez, quand ça arrive, il faut prendre la hauteur et ne pas se précipiter, comme les gens le font. Parce que nous parlons de l'État. Et l'État tient à l'équilibre des institutions. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont plongé dans des situations que nul n'avait devinées. En 90, le groupe voulait faire du Bénin la petite Côte d'Ivoire. La petite Côte d'Ivoire. Mais après, la Côte d'Ivoire s'est ébranlée. Heureusement, le péché relève. Mais après plus de 10 années, le Zaïre, aujourd'hui RDC, anciennement RDC, Zaïre, RDC, toute la zone. Aujourd'hui, nous sommes même dans notre sous-région. On est au marché des œufs, au Burkina, au Mali, surtout au Burkina et au Niger, nos relations avec ces États, au Togo. Donc, nous sommes dans une situation où on doit faire front pour pouvoir assurer la paix et le bien-être. Rien ne vaut la paix. Nous bavardons là. Mais si la situation était arrivée, effectivement, le 27, qui peut être épargné? Même les civils dont les noms ont été cités peuvent ne pas avoir clair. Parce qu'une fois les militaires au pouvoir, vous ne savez pas la suite. Vous ne savez pas la suite. Regardez au Burkina. Le Burkina, les gens avaient commencé par dire au Burkina, oh là là, la marche, oh, le peuple a pris le pouvoir en 2014, lorsqu'il y a eu la marche, lorsqu'il comparait parti. Mais est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui? Moi, je suis le colonel, le capitaine Traoré, pour moi, a incarné un certain Sankara pour moi. Je dis pour moi, quand il était dans un certain âge, il y a 30 ans. Non, il y a 40 ans, je veux dire. 40 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la logique de Sankara de ces années-là? Il est au pouvoir. Il gère comme il peut. Au Niger, il gère comme il peut. Au Mali, il gère comme il peut. En Guinée, il gère comme il peut. Mais est-ce que les civils sont appelés encore, on sont déjà appelés dans l'absolu à être au cœur du dispositif? Au Bénin, on a toujours appelé les militaires. Nous avons la chance que nos militaires n'ont jamais pris l'initiative. Je pense que la rare fois qu'ils ont pris l'initiative, c'est peut-être en 68. D'abord, les jeunes cadres de l'armée en 65, d'accord, en 67, d'accord. La preuve qu'ils ont pris réellement le pouvoir, c'est entre eux. C'est quand les jeunes cadres de l'armée avec colonel Allé, Christophe Allé, capitaine à l'époque, ont pris le pouvoir chez le général Soglo. Ça, c'est la preuve qu'eux-mêmes ont décidé. Sinon, en 63 comme en 65, c'est les civils qui les ont appelés pratiquement. La deuxième fois, c'est quand ils ont pris le pouvoir chez Zinsou. Alors, après ça, la plupart, c'est les civils qui les appellent. Qui les ont fait appel. Et en 89, 90, ils ont fait
l'allégeance à la République en disant nous, c'est terminé. Il faut saluer notre armée. Ceux qui essaient de respecter jusqu'à là. Il faut saluer notre armée et il faut dénoncer tous ceux qui leur font appel pour venir régler les problèmes des civils. C'est des irresponsables. Pour moi, ceux-là ne sont pas des patriotes. Mais je ne suis pas celui qui décrète. C'est dit pour moi. Parce que j'estime que l'armée a déjà montré la preuve de son patriotisme, de son attachement à la République. Il faut que les civils politiciens fassent de même et que l'ambition démesurée ne nous conduise à des situations qu'on ne peut plus maîtriser demain. Voilà un peu, moi, l'analyse que je fais de la situation aujourd'hui, sans vouloir trancher dans un sens comme dans un autre. Mais il y a des positions de principe à avoir et je ne peux pas... Et justement, nous ne l'avons pas eu du côté de certaines formations politiques. Et cette semaine, on a vu le tour de ces partis-là qui ont dénoncé et exhorté à attendre que la justice fasse son travail. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu les démocrates se prononcer, ni le MPL. Est-ce que vous comprenez leur silence, Agapit Napoléon Mafoikan? Je ne peux pas comprendre leur silence. Je trouve leur silence coupable. Dans quelle mesure? C'est une faute à la République, c'est un manquement à la République. Leur silence est un manquement à la République. Ils ne peuvent pas. Ils se doivent. C'est des formations. Mais c'est eux qui sont au cœur du jeu politique. Mais s'il y avait un coup, ils n'allaient pas s'en sortir. Même s'ils sont dedans, même s'ils étaient impliqués. Je dis, je ne l'accuse pas, mais je dis même s'ils étaient impliqués. Un adage dit de chez nous, on dit que le vieux brûle, et ça bat. Mais, ça a commencé par là. C'est les parties les plus sensibles, ça. Peut-être qu'ils attendent une certaine évolution de la situation. Les condamnations de principe ne sont pas les condamnations du juge. C'est que, quand on dit principe, c'est que ça ne doit pas arriver. Et on doit faire confiance à nos institutions. C'est nos institutions. On ne va pas aller chercher ailleurs. Quand moi, le procureur sort, je suis obligé. Il y a des cas où ça m'a concerné. Je ne veux pas parler de moi. Quand le procureur sort, je suis obligé de faire avec. C'est ma position de citoyen. Et je n'ai pas envie de diviser. Et moi, je n'ai pas de fonction officielle. Mais eux en ont. Les partis politiques sont une institution de l'État. Surtout les démocrates qui ont... Et aujourd'hui, les démocrates perçoivent des fonds publics. Ils fonctionnent avec des fonds publics. C'est la République. Ils sont au Parlement, ils votent des lois, ils font minorité de blocage. Ils ne peuvent pas ne pas. C'est un manquement à la République. C'est une faute politique. Là, ça ne peut qu'être ça. Vous savez, nous n'avons pas inventé la démocratie. Lorsque Donald Trump a été en plein discours, heurté presque, quelqu'un a voulu le tuer. Mais son challenger, Joe Biden, qui est très acher vis-à-vis de lui, il faut faire des tout premiers à intervenir. Il a stoppé sa campagne. C'est ça que j'ai. C'est ça la République. C'est ça l'esprit de la République. C'est ça l'esprit de l'État. Tout le monde aux États-Unis, même ceux qui sont les plus actifs contre eux, ont dénoncé. On ne peut pas ne pas dénoncer. Mais il ne faut pas attendre que la personne soit morte d'abord. On va devoir les interroger sur leur silence. Il y a une deuxième utilisation là-bas. L'État, qui n'est pas celui dirigé par Trump, a mis tout en branle pour mettre la main sur. Il cherche. C'est comme ça. En France, affaire Mera, on était en pleine campagne. Mais tous les gens, les opposants à Sarkozy, tout ce monde-là ont dénoncé. Après, novembre 2015, au Stade de France, même chose. Les exemples sont légion. Non, c'est pour dire qu'on ne peut pas comprendre ce silence-là. Même le Front National que les gens rejettent, qui est devenu l'Assemblée nationale, a toujours condamné toute atteinte à la République. Il n'a jamais dit, ah non, c'est leur affaire, ils font front républicain, il n'a jamais dit ça. Je trouve bizarre ce silence. Il n'est pas républicain. Bien, après, dans ce pays, vous voyez, on est dans un pays où tout le monde a droit à tout. Vous voyez, l'État, les gens ne revendiquent la démocratie que quand ça leur profite. C'est dommage. Mais ça ne met pas, ça ne solidifie pas le vivre ensemble. Pas que ça n'a pas usurpé le pouvoir. Il a gagné. Il a gagné de haute lutte. Nous avons suivi 2014, 2015, 2016.
J'étais dans le camp, j'ai vu venir. Il a gagné de Autriche. Il a tout ce qui s'est passé là. C'est que les gens soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord. C'est la République. La démocratie ne peut jamais convenir, les actes pris ne peuvent jamais convenir à tout le monde. Le docteur l'a dit ce matin. Lorsque vous votez le code électoral ensemble, et après, dans la mise en œuvre du code, vous pensez qu'un ministre de l'Intérieur fait que la Cour. Mais on a dit que la Cour, à cette décision ne sont servies d'aucun recours. Elle s'impose à tout le monde. Si on reste dans le principe de la République, dès que, même si la Cour invente une pièce, vous devez vous dire déroger. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, en commençant par commenter et à choisir là où vous allez accepter ou ne pas accepter, vous devenez vous-même anarchiste. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans la République parce que vous choisissez la loi que vous allez respecter, la loi que vous n'allez pas respecter. Le fait des hommes peut créer toujours des situations. Il n'y a rien à dire. La démocratie, c'est un conflit permanent. La démocratie, c'est un conflit permanent. Mais ça ne peut pas être la guerre permanente. Et ça ne peut pas être le déni des institutions. Donc, ne pas intervenir, à mon humble avis, je ne vois pas les raisons qu'on va alléguer pour m'expliquer pourquoi. Mais bon, comme je dis, ben, nous sommes dans un pays, ici c'est le Bénin, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Le docteur Bakor l'a dit ce matin, Patrice Talon a fait de son mieux. Sur 8 ans, 9 ans, il a fait de son mieux pour changer les habitudes. Mais il ne peut pas, Kelkou l'a dit, et moi je l'ai pris pour moi comme une règle de vie, que si tous, ensemble, nous écrivons la Constitution avec du sang de chacun, donc si chacun de nous met son sang, une goutte de son sang, pour faire ensemble l'encre avec lequel on va écrire la Constitution, il y aura toujours quelqu'un pour trahir. Il a dit ça à la conférence nationale. Lorsque le professeur Outondi demandait, alors qu'il a demandé à venir pour clarifier un peu le jeu, à nouveau, il demandait au président du présidium, au lieu de suspendre les travaux, de les poursuivre pour qu'on gagne du temps. Et Mathieu Kérékou qui lui, après avoir lui répond, on peut dire, allons vite, et on perd du temps, et alors on perd son peuple, on perd son ami, on perd son père. Donc, il faut faire attention. Nous disons pour exemple, on dit d'être patient. D'être patient, c'est ce que Kérékou lui a dit en 90. On peut écrire la Constitution avec le sang de chaque Béninois. Il y aura toujours un pour trahir. Ça veut dire que c'est une lutte permanente. C'est un combat permanent. Et nos institutions sont là pour se parfaire. Peut-être que ce n'est pas encore meilleur. Tout comme l'homme que nous ne sommes pas encore meilleurs en train de se parfaire. Le travail qu'on demande à chacun, c'est d'être au-dessus de son ego. Et en tant que Béninois, beaucoup ne le... Et le pire, c'est que c'est les pouvoirs publics, c'est les autres, c'est ceux-là qui ont assumé des responsabilités, c'est les individus qui doivent des choses à la République. C'est eux qui ne se mettent pas au-dessus de la République, au-dessus de la mêlée. C'est eux qui mettent leur ego dans le panier en pensant que leur ego est au-dessus de la République. Je pense que ça là nous manque et notre constitution doit être renforcée à l'effet de leur imposer des comportements. Parce que c'est eux qui profitent de l'État le plus. Ils mettent leur personnalité dans le travail, c'est vrai. Les pouvoirs publics, les autorités donnent de leur temps, j'ai à assumer des responsabilités. Mais après, lorsque tu n'es plus responsable, il faut te mettre à ta place. Et lorsque tu l'es, assume au regard de ta fonction et des exigences de notre Constitution. Je pense que ce volet-là, ça manque. Ça permet à chacun de choisir. Choisir. Et lorsque vous voyez parfois, bon, le clergé, qui doit être une institution au-dessus également de la mêlée, se mettre dans la mêlée parfois. Moi, je pense que ceci explique parfois cela. Il faut que toutes les institutions et toutes les composantes sociales se mettent au-dessus de la mêlée et essayent de donner de l'heure pour le vivre ensemble. Lorsque un pilier du vivre ensemble manque, le défi va s'effondrer et tout le monde va en pâtir. Voilà. Tout le monde va en pâtir. Oui, on va laisser ce parti prendre son temps pour réagir à Agapit Napoléon Mafoikan, mais nous finissons sur cet aspect. Oui, mais ce parti malheureusement. a déjà manqué. Mais j'espère. Malheureusement. Il n'est jamais tard pour corriger, mais j'espère qu'ils ont. Il faut qu'ils comprennent. Boni Yahi, président de la République, alors qu'il était un gros. Enfin, je suis le président et moi je me dis, avec la dernière sortie du chef d'État sur la question, on a servi un gros montage, mais tout le monde était sorti pour dénoncer.
Et ben, donc, même si un jeu, lui-même n'a pas fait jouer ce jeu, normalement, je suis surpris que lui ne dit rien. Ouais, c'est incompréhensible. C'est grave. C'est grave pour moi. Mais bon, comme je le dis, c'est moi qui le dis à mon nom. Oui, je suis un citoyen. J'ai le droit de le dire. Parce que moi, j'ai vu en 2012. Hein, j'ai vu. Donc, alors, je trouve bizarre. Je trouve bizarre. C'est pas, eux, ils n'ont pas de jugement à porter. Ils ont à respecter nos institutions. Et donc, quand c'est fait, et attendre maintenant que la lumière soit faite. Voilà. Agapit Napoléon Mafoikan, finissons sur cet aspect. Au vu du poids de l'homme dont on parle dans le sérail politique, est-ce que vous voyez des impacts déjà sur l'échiquier politique et également sur les élections de 2026? Les impacts de cette situation? L'échiquier politique, oui. Élection prochaine, non. Non, l'échiquier politique, non, ça ébranle. Déjà, nous venons de parler de Parti des démocrates. Pour moi, ce parti, ne pas dénoncer, c'est sorti de la République. Pour moi, évidemment, je ne suis pas une institution. Mais je pense que son comportement est un comportement hors de la République. Donc déjà, il y a un impact là. Et il n'est pas lui, vous n'êtes pas du MPL. Il y a d'autres. Ne pas le faire. Il ne sait pas. Vous voyez, je peux comprendre. Parfois, ça dépend des liens. Moi, je vous l'ai dit, je suis mal. Humainement, je suis mal. Mais après, comme je dis, il y a des positions de principe. Et ça, devant les positions de principe, on ne déroge pas au principe. Il y a la République au-dessus de chacun de nous. On disparaîtra, la République va rester. Et nos forces de sécurité meurent pour la République. Nos agents meurent au service de la République. Donc, la République, je l'ai déjà dit, le pacte républicain, j'en ai parlé déjà, doit être déçu. Je pense qu'on a besoin de ramener ces choses au niveau élémentaire. Même si c'est au placenta, il faut au fœtus, qu'il faut enseigner le sens de la République, la notion de la République, la valeur de la République. Mourir pour la République, se sacrifier pour la République, le sacrifice, jusqu'au sacrifice suprême pour la République. D'accord. Donc, l'impact dont vous parlez, oui, ça a déjà cet impact, parce que quand un parti politique qui est au Parlement, donc qui est dans la crème de la société, n'arrive pas à faire cette part des choses, l'édifice s'ébranle déjà. Il y a un problème. Et donc, oui, ça a déjà commencé. Oui, il y aura une recomposition énorme. La position de M. Bokossio dans le dispositif Talon est tellement énorme. C'est une certaine omniprésence, si on peut le dire. Mais discret. Absolument. C'est un stratège auquel le président a laissé la main, qui a managé beaucoup de choses au service du Bénin révélé. Donc, ça l'a mis dans un positionnement important. Et il y a des personnes peut-être qui continuent de se demander, mais non, pas lui. Mais comment je vais condamner sans heurter notre amitié? Non, ce n'est pas de l'amitié qui est la question, c'est des principes de la République. L'amitié va rester là. S'il ne comprend pas. Moi, vous savez, le professeur Ibor, il était mon professeur, je l'ai toujours dit, il était mon professeur. C'est un frère à moi, c'est mon professeur, c'est mon maître de mémoire, c'est mon jeune. Ça ne me manque pas. S'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. Ça fait longtemps qu'il est. Donc, depuis qu'il était sur le terrain, j'ai commencé à dire beaucoup de choses. Après, ça ne manque pas. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à lui. Mais je n'ai pas envie de jouer au théâtre, d'aller le voir, de dire, moi, il y a des positions de principe. Il a été condamné. Chaque jour, je prie. Si ça peut, un jour, il peut bénéficier d'une grâce. J'estime d'ailleurs que la prison n'est pas un lieu toujours pour un homme de science comme lui. Pour Mandougou, encore qu'elle, il y a d'autres choses qu'on lui a reproché qui me paraissaient pires que pour Joël. Pas parfait. Donc, je ferme cette parenthèse. C'est pour dire que, oui, chacun de nous a des ressentiments peut-être, mais il n'y a que la République au-dessus. Et comme je dis, celui qui incarne la République, il est notre garantie de paix et de et donc, le président de la République n'est pas un homme, ce n'est pas Patrice Talon qui est là, c'est le président de la République. Et si on veut renverser la République et tuer celui qui est là, c'est ce que les faits actuels nous disent, on ne peut pas ne pas dénoncer. Et ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'animation de la vie publique. Oui, quelque chose est passé. Moi, je pense qu'il faudrait que lumière soit faite pour qu'on sache où on va réellement. Et surtout qu'on calme. Une fois lumière faite et responsabilité située, ça a le mérite peut-être de. Mais c'est clair que cette situation
ne peut pas. Même Patrice Talon lui-même, je ne pense pas qu'il en s'en sentirait Indemne. du point de vue moral, du point de vue vie, parce que c'est quand même quelqu'un qui l'a laissé Beaucoup de... et Obeki, c'est quelqu'un qui l'a donné beaucoup 7 ans. beaucoup 7 ans, de sa confiance. 7 ans au pouvoir. Donc, voilà. Donc, que ce soit non-lieu, que ce soit avéré, il y a quelque chose qui est cassé. Dommage. L'environnement, justement, le montre. Maintenant, pour les élections, non, les élections, moi je pense que c'est pour ça que notre constitution doit être refait, complété à un moment donné, pour qu'il y ait ces dénis aux institutions. On va mettre fin à ça. Personne ne peut présager un danger. Ça veut dire que vous vous mettez à la place de Dieu et des institutions. On a voté une loi. Dura, laisse. C'est une vieille adage. La loi est dure, c'est la loi. Mais la Constitution interdit déjà la prise du pouvoir par les armes. D'abord ça, mais je parle même de ceux qui s'attaquent au code électoral, par exemple. Donc, c'est eux qui créent le nid à la division. Donc, pour nos élections prochaines, non, la situation d'aujourd'hui n'a pas trop d'impact à mon humble avis, puisque les partis politiques sont là, c'est eux qui délignent les candidats. Le candidat. Moi, je voudrais que la paix soit maintenue, que chacun travaille pour cette paix, parce que lorsqu'elle est ébranlée, rien n'arrive à le ramener, et tout le monde peut en partir à tout instant. Personne ne sait le prix de la paix. Les gens vont amasser des sous, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils vont quitter leur domicile, ils vont fuir, ils vont laisser la famille. Moi, jeune journaliste, j'ai couvert la guerre du Rwanda sur les dépêches que nous recevions. J'ai encore en tête le cri d'Agathe Uwilingiyimana, qui était la première ministre rwandaise, qui a été tuée chez elle, en direct sur RFI. Ça me donne la chair de poule. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la paix. Et donc, il faut qu'on travaille pour ça. La République, la stabilité de la République, c'est la garantie de la paix. Et c'est important au-dessus de nos personnes. Voilà ce que moi je dirais. Nos tests sont peut-être imparfaits, mais c'est nos tests. Nos institutions sont peut-être imparfaites, impartiales, peut-être. C'est nos institutions. Votre père est peut-être mauvais, mais c'est votre père. Vous n'allez pas le changer. Votre mère, peut-être, c'est votre mère. C'est la même chose pour la nation, pour la patrie, pour le pays, pour la République. C'est un peu tout ça. Et donc, il faut que ces notions, on les dit, même comme les incantations, il faut les dire pour que les gens, ça puisse finalement rester dans le subconscient des gens. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforékan, pour ces analyses. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous avons pris ce temps d'antenne pour comprendre un peu la situation actuelle. On a démarré par les questions d'éthique et également de loyauté. Comment en est-on arrivé à cette situation? Pour le consultant politique, l'environnement des suscitations et des remises en cause du code électoral pourrait l'expliquer. À un moment donné, les intéressés, ou plutôt l'entourage des intéressés, n'a pas su gérer cette suscitation. Mais le plus important pour Agapit Napoléon Maforékan, c'est de travailler à la sauvegarde de la paix. Et dans ce sens, le consultant politique a dénoncé ce silence des partis comme les démocrates qui ne sont pas tout au moins sortis pour affirmer leur position sur le principe. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur nos canaux numériques, notre site internet, le www.etelbenin.com, notre page Facebook eTélé en direct. Nous sommes disponibles sur YouTube également avec le nom eTélé Bénin et suivez-nous un peu plus facilement sur notre application eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.